L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'émission Si on parlait, une émission qui prend l'air aujourd'hui et même le grand air de la montagne à l'occasion du Mountain Planet, ce salon qui réunit tous les 2 ans à Grenoble les acteurs de l'aménagement en montagne. On vient du monde entier pour présenter son savoir-faire, un rendez-vous important pour nos massifs, nos stations, et Télé Grenoble a profité de cet événement international pour déplacer son studio ici à Alpexpo, au cœur de ce salon où se prépare la montagne de demain. On va en parler au cours de cette émission, de ces innovations notamment qui nous attendent dans les années à venir avec Yannick Méneron. Bonjour Yannick. Bonjour. Créateur et directeur de l'entreprise Bike Solutions, qui est spécialisée dans l'aménagement des pistes de VTT. À côté de vous, Hervé Braun. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Moonbike, qui est une entreprise de Haute-Savoie qui a créé la première motoneige électrique. Elle est présente ici au salon Mountain Planet et on découvrira avec vous tout à l'heure ce nouveau produit. Et puis on a la chance d'avoir 2 ambassadeurs de Grenoble-Alpes, la marque de territoire de l'agglomération, Ophélie David et Guilbault Collat. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. 2 skieurs acrobatiques ont fait les belles heures de l'équipe de France pendant presque 2 décennies, même plus de 2 décennies pour Ophélie. Je ne vais pas te vieillir comme ça. L'ambiance de l'émission, ça commence. Guilbault a aussi une bonne quinzaine d'années de pratique de ski à très haut niveau. Vous êtes tous les 2 des jeunes retraités du ski de compétition. C'est dur après 15, 20, 25 ans de carrière d'arrêter comme ça la compétition. Ça vous manque aujourd'hui, Guilbault ? Ah non, moi pas du tout. Je fais des cauchemars que je reprends des départs en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques, donc non, ça me manque pas du tout. Tout va bien. Et Ophélie ? Écoute, non, parce que c'était un choix délibéré, donc c'est vrai que je savais que j'allais arrêter. Et puis voilà, chaque chose en son temps, je pense qu'il faut aussi évoluer. Et même si le chapitre était magnifique, il fallait le clôturer. Bon, il reste les souvenirs aujourd'hui. Alors, on va faire un petit cauchemar, à Guilbault en revoyant une de ses courses de sa carrière. C'était en 2011, Guilbault. Le titre, c'est ça, de champion du monde? Ouais, c'est ça. Après, je suis pas fan de mon run parce que j'ai un ski qui est un petit peu crispé sur le milieu. Je préférais en 2010 sur cette piste. Là, on voit que je suis un petit peu en pied, je suis un petit peu sur la retenue. Oui, ça se voit vachement. Voilà, donc bon. Le résultat est là, c'est ce que m'a dit mon entraîneur. Il m'a dit de toute façon l'objectif c'était quand même de gagner. Voilà. Donc je finis champion du monde là, sur cette piste de Deer Valley. Voilà, 13 victoires également en Coupe du Monde au cours de votre carrière. Bon, ça fait quand même des beaux souvenirs, même si les cauchemars viennent quand on y repense. Non, mais là c'était des super souvenirs en fait. Je faisais des cauchemars parce qu'après j'ai eu des problèmes de dos. Et ça a été long, j'ai mis plus de 2 ans à revenir et je voulais aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques de Sochi. Bon, j'ai eu malheureusement une rupture des ligaments croisés. Mais voilà, ça fait partie du sport, il faut l'accepter. Quand on est numéro 1 mondial dans une discipline de ski, le ski de boss en ce qui vous concerne, on gagne le globe de cristal. Vous en avez eu plusieurs dans votre carrière Alors moi, j'en ai eu qu'un de ma discipline, donc en ski de boss, et j'ai eu l'overall, le gros. Voilà, Ophélie, elle a eu la chance d'en avoir 7 petits et 3 gros, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il est où aujourd'hui le globe de cristal? Alors il est où? Donc en fait maintenant j'en ai 2, j'ai triché un petit peu. Parce que j'ai cassé un gros globe de cristal, voilà, il est tombé par terre. Donc j'en ai refait faire un. Et donc il restait une boule et avec la boule j'ai fait une lampe. Une belle lampe. Ah ouais. Donc j'ai une lampe globe de cristal où je peux changer les couleurs, choisir l'intensité de la lumière. Donc c'est très sympa. Voilà. Ils ne doivent pas être nombreux à avoir une lampe boule de cristal sur le circuit. Ophélie, il faut une pièce entière pour mettre tous les trophées? Oui, non, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, mais je ne suis pas trop vitrine. Enfin, du coup, il est au chalet à l'Alpe d'Huez. Enfin, ils sont au chalet à l'Alpe d'Huez. Quelques-uns, il y a 64 podiums, 26 victoires en Coupe du Monde, 10 globes de cristal, 7 gros. J'en ai offert un gros à l'Alpe d'Huez, donc vous pouvez le voir à la mairie, si jamais. Ah oui, c'est vrai, il est sous vitrine. C'est le seul.
Bon, alors comme Guilbaud, je ne sais pas si ça vous fait des cauchemars, mais j'ai choisi une course parmi les nombreuses que vous avez gagnées au cours de votre carrière. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où ça se passe, celle-là? Vous êtes en dossard bleu sur les images. Alors, je vais tricher parce que j'ai vu le nom sur la porte de départ, c'est Grashgeren en Allemagne. Mais non, j'aurais pas reconnu. Belle réception, t'as vu, ils nous avaient soigné là, ce coup-là. Ouais, c'est votre 25e victoire sur les 26 que vous avez obtenues en Coupe du Monde. C'est effectivement en Allemagne. Je crois que c'est la seule fois où vous avez gagné en Coupe du Monde sur ce territoire. Et comme tout au long de votre carrière, hein, vous avez souvent été en tête des quatuors qui forment les finales de ski cross. Bah, c'est vrai que j'avais un bon départ et c'était une belle option pour la victoire. De partir devant parce que du coup j'imposais mon rythme et puis c'était aux autres de faire l'effort de venir me chercher. Quand on est en tête, on a juste entre guillemets à penser à fermer la porte pour pas se faire doubler, alors que quand on est deuxième ou troisième, bon, il faut aussi faire attention à devant, à derrière. C'est un peu plus le souk dans la tête. En fait, il faut vraiment avoir les antennes grandes ouvertes pour prendre un maximum d'informations et en même temps rester hyper clair dans nos décisions. Donc, c'est aussi ce qui fait le charme de ce sport, en fait. C'est qu'il y a la dimension physique, hein, on l'a vu, mais il y a aussi tout ce côté brainstorming qu'on fait tout seul face à soi-même, mais qui est génial à vivre. Il y a de la tactique et de la stratégie. Guilbaud évoquait les Jeux Olympiques qui n'ont pas été le temps fort de sa carrière, contrairement aux championnats du monde. Vous aussi, Ophélie, un peu fâchée avec les JO. Une amoureuse et conduite des JO, ouais. Bah, toi, c'était quoi le genou? C'était en 2018 2018, moi 2014, voilà. Bon, vous avez chacun votre blessure avant les Jeux. Et Aux entraînements, oui. Et puis tous les deux, vous auriez pu revendiquer une médaille olympique, mais ça ne s'est pas passé comme ça lors des précédentes Olympiades, notamment en 2014. Ophélie, vous étiez pas très loin de cette médaille, mais malheureusement, c'est un sport aussi où on chute parfois, le ski cross. Oui, exactement. Donc là, je suis troisième. Et là aussi, un petit problème dans la tête, parce qu'en fait, je sais que je suis rapide sur le bas. J'ai les meilleurs chronos depuis le premier entraînement. Et pour autant, voilà, je pense à ça. Je me dis que je vais pouvoir attaquer les filles en bas, qu'une médaille de bronze, c'est bien, mais de l'argent ou de l'or, c'est mieux. Et du coup, j'oublie littéralement le plus gros saut du parcours. Petite boulette. Petite boulette qui coûte cher, ouais. L'histoire d'Ophélie avec les Jeux Olympiques, elle est quand même... Attends, moi j'ai une vraie anecdote par contre sur Sochi. Tu te souviens? En fait, on a eu la même chambre. C'est-à-dire que Guilbaud est parti, j'ai récupéré sa chambre. Ah oui, c'est vrai. Elle avait l'âge Koumoun, cette chambre. Ouais, c'est clair. Il l'a quitté parce qu'il s'était blessé. Exactement. Et j'ai hérité de sa chambre. Bon, j'espère qu'ils l'ont condamné depuis cette chambre d'hôtel. Oui. Bon. Je parlais de ton histoire avec les Jeux Olympiques. Même si tu as fait une très longue carrière, avec les Jeux, c'est encore plus ancien. Tu as fait tes premiers Jeux Olympiques. Guilbaud avait même pas 11 ans, je crois. En 1994, au siècle dernier, ça paraît incroyable, d'autant que à l'époque, tu étais toute jeune et que tu as participé aux Jeux sous un autre nom, dans une autre discipline et pour un autre pays. C'est quand même oui, c'est ça, c'est mon nom de jeune fille, Rax. Donc j'avais la nationalité de mon papa, la Hongrie. Et effectivement, c'était en slalom, le ski cross n'existait pas. Ça a été une participation express, j'ai envie de dire. Ah ouais, oh, c'est cruel. Effectivement, je fais 2 portes, je crois. C'est vraiment méchant. Oui, 2. Voilà. Est-ce que Guilbaud se souvenait à l'époque de cette performance incroyable d'une skieuse bulgare? J'ai jamais vu ces images. Hongroise. J'ai jamais vu ces images. Voilà, elles sont... T'as vu, je reviens de loin. Hein. Ah oui, c'est clair. Bon, vous êtes restés tous les deux dans le milieu du ski, notamment quand il y a des Jeux Olympiques, on vous sollicite pour donner votre expertise sur les chaînes de télévision. Oui, tous les 4 ans. Oui. Donc, c'est pas mal comme boulot. c'est une super expérience de pouvoir déjà partir sur les Jeux Olympiques et puis de les vivre différemment. Il y a moins de pression. On a du temps, beaucoup de temps pour nous. On peut aller aussi voir les autres disciplines. Donc c'est vraiment super. Et puis de pouvoir aussi voir nos petits chouchous compétitionner. Voilà. Il y a des moments aussi qui sont difficiles aussi, mais ça a été un petit peu dur cette année avec Perrine et Ben Cavé, mais on s'est quand même régalé. Non, mais c'est vrai que c'est une chance incroyable, après une carrière, de pouvoir devenir un petit peu le trait d'union entre notre discipline et le grand public qui souvent découvre nos sports lors des JO. Et voilà, et d'avoir cette mission-là, d'être ce pont en fait entre
entre des personnes qui découvrent complètement et puis un univers qui est quand même super technique, il faut le savoir. Donc on est une sorte de décodeur et je trouve que c'est un rôle génial et super excitant et ça fait plaisir de pouvoir rendre au sport qui nous a tant donné. Le grand public va pouvoir découvrir vos disciplines un peu plus fréquemment que tous les 4 ans, puisqu'on parle d'un retour de la Coupe du Monde de ski cross en Isère pour l'automne prochain. Alors pas l'Alpe d'Huez qui est votre station de cœur, mais la station juste en face, voisine, aux Deux Alpes. Oui, absolument, aux Deux Alpes, et c'est le même groupe, hein, c'est E.ON. Hein. Ouais, E.ON. Attention, parce qu'il y a la Grave aussi. Enfin, moi, je suis un ancien. Ouais. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est super. Cette synergie, elle est vraiment ultra bénéfique pour tout le monde. Et puis, c'est vrai que quoi de mieux qu'une Coupe du Monde pour montrer déjà le site merveilleux dans lequel on habite et puis le dynamisme de l'endroit. Donc, ski cross aux Deux Alpes et boss à l'Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, voilà. L'Alpe d'Huez qui a déjà inauguré la Coupe du Monde de ski de boss, c'était en décembre dernier. Hein, c'est ça, il y avait un single et un duel, c'était spectacle assuré, on s'est régalé. C'est régalé. Sur le stade du Signal, on voit là ces images. Toutes les stations n'ont pas forcément une piste qui se prête à ce type de pratique. Non. Là, on voit Ikuma, là, donc l'un des meilleurs skieurs de boss du monde, là, qui fait sa manœuvre. Je me mets à commenter, moi. Mais vous pouvez, c'est toujours des images spectaculaires. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent du ski de boss ou du ski cross à la télé, mais ça vaut le coup. Et c'était la première Coupe du Monde de ski de boss dans le Dauphiné. Donc on est très fiers. C'était à l'Alpe d'Huez, ça s'est très 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 bien passé. On a eu des super retours de toutes les nations. Et les organisateurs étaient contents, donc tout va bien. Oui, et le public avait répondu présent, donc ça faisait chaud au cœur. Ouais, c'était super. On aura le ski de boss et le ski cross en Coupe du Monde dans nos stations iséroises pour l'hiver prochain et sûrement les suivants. Le fait que vous ayez brillé dans ces deux disciplines n'est peut-être pas innocent pour que ça revienne chez nous en Isère, ces compétitions de plus haut niveau. Eh ben, écoute, j'en sais rien, mais si c'est le cas, franchement, on est trop heureux. Oui. On parlait de vos points communs, vos galères éventuellement sur les Jeux Olympiques. Vous avez monté aussi cet hiver une académie de freestyle ensemble à l'Alpe d'Huez. En quoi ça consiste, Ophélie ? Alors en fait, avec Guilbault, on a souvent été amené à parler en entreprise, lors de conférences, de choses comme ça. Et on s'est rendu compte que c'était souvent un discours très descendant et qu'on parlait d'émotions, on parlait de mouvements, on parlait de sensations. Et en fait, on était dans une salle enfermée. Et l'idée de Guilbault a été en fait de profiter de la venue de la Coupe du Monde de ski de boss à l'Alpe d'Huez et donc de l'installation de cette piste pour faire découvrir nos deux disciplines. Alors initialement aux entreprises, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi des particuliers. Et de partager nos valeurs, nos anecdotes, mais en action, on glisse. Voilà, comme on peut voir les images. Là, on voit, en rouge c'est Ophélie, en noir c'est Guilbault. Voilà, et puis là on voit des personnes qui sont très très réceptives. Bon, c'est des passionnés qui sont là avec nous. Et voilà, donc on met en pratique, on fait découvrir notre discipline, on transmet notre passion. Et voilà, l'objectif c'est vraiment, voilà, là on voit Il y a quelques progrès à faire. Là. Ouais, mais ils s'en sortent très très bien. C'était pas facile à skier. Mais voilà, ils ont vraiment tous progressé et ont, je pense, passé une très très bonne journée. C'est pas que un cours de ski. Hein. Là, on voit vraiment. Ouais. C'est vrai qu'on apporte des données techniques, mais il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup d'échanges. S'il y a un mot qui devrait résumer ça, c'est le partage. Ouais, partage, transmission, plaisir, sourire. Et puis on n'a pas toujours l'occasion, quand on est un simple skieur, de passer une journée avec des champions du monde de ski. Donc je pense que ça. Et puis deux. Oui, deux. Un et une. Donc c'est ça. Ça va se poursuivre ce binôme freestyle pour les hivers qui viennent. Bien sûr. Ouais. Bon là on l'a lancé, on n'a pas forcément eu trop le temps parce qu'on était un petit peu au taquet chacun de notre côté. Mais oui, là l'objectif c'est vraiment de structurer ça l'année prochaine et puis de pouvoir vraiment le faire découvrir à qui le veut. Je disais en introduction, vous êtes aussi ambassadeur, comme de nombreux sportifs isérois, de Grenoble-Alpes, qui est la marque de territoire que la métropole a lancée en 2019. En quoi ça consiste, ce rôle d'ambassadeur ? Vous êtes même faites partie de l'équipe des pionniers, Ophélie. Hein. Oui, les pionniers, c'est le nom des ambassadeurs de Grenoble-Alpes. Et ça consiste, écoute, en fait, on est tous, je pense, un peu emblématiques dans nos domaines.
Et ils sont très nombreux au sein de l'équipe de Grenoble-Alpes. Donc c'est une équipe hétéroclite, mais qui a vraiment pour point commun, je dirais, une énergie, une envie, une fierté aussi d'appartenir à ce territoire et de montrer que toutes les facettes merveilleuses de Grenoble et de tout ce qui l'entoure. Et au fil des actions, en fait, on est vraiment devenu une bande de potes aussi. L'attachement au territoire, Guilbaud, vous l'incarnez, vous avez débuté à Champs-Rousse, vous avez fait toute votre carrière toujours sous les couleurs du club de Champs-Rousse, puis vous habitez pas très loin. Ah oui, il y a une Grenoble, le GUC. Le GUC, j'allais dire. Faut pas oublier le GUC. C'est vrai, le GUC. Il n'y a pas toujours des grands champions. Il y a eu Perrine Pellen, il y a eu Guilbaud Cola au GUC, donc il faut les citer, club citadin. Ouais, il faut les citer, il ne faut pas les oublier. Moi, ils m'ont beaucoup aidé, ils ont cru en moi. Et c'est vrai qu'il y a eu une période un petit peu plus compliquée avec la station de Champs-Rousse. Et donc voilà, Grenoble, le GUC m'ont accueilli les bras ouverts. Donc il ne faut pas les oublier. Grenoble, ça a la vocation à valoriser notre territoire à l'extérieur. Vous qui avez voyagé à peu près sur tous les continents pendant votre carrière, Ophélie, quelle image Grenoble renvoyait aux athlètes ou aux gens que vous pouviez croiser à l'étranger ? Alors, en fait, c'est marrant parce que Grenoble a un peu un visage multiple. En fait, on sait que c'est une ville étudiante au cœur de trois massifs qui sont vraiment, pour le coup, hyper connus, et chacun avec un ADN très fort. Et puis, il y a ce côté aussi scientifique, innovant, qui a vraiment un écho très fort à l'international. Et puis, il y a le côté Grenoble Sport, quoi, où c'est vrai que il y a des événements autant hiver qu'été, enfin même 4 saisons, j'ai envie de dire. Et tout ça fait une ville pleine de relief, comme ce qui l'entoure en fait. Je crois que vous étiez, on voit des images de la patinoire, vous étiez tous les deux d'ailleurs pour le titre des Brûleurs de Loups cette année en hockey sur glace. Et Damien Fleury qui fait aussi partie des pionniers, donc forcément, ouais. Encore plus. Le capitaine des Brûleurs de Loups qui est aussi un des piliers de l'équipe de France de hockey sur glace. Et puis tous les deux, vous êtes restés dans votre région, vous habitez encore dans le grand bassin grenoblois et ça fait aussi partie je pense des critères de sélection de ces pionniers, de ces ambassadeurs, d'avoir des gens qui vivent vraiment sur leur territoire. On aime notre territoire, donc pourquoi on irait ailleurs ? On est trop bien chez nous. Bon, et puis en plus, quand on est pionnier, voilà, et qu'on participe à des petits événements, on repart avec des cadeaux. Là, c'est Ophélie qui m'a généreusement légué ses bâtons de randonnée. J'en ferai bon usage aux couleurs de Grenoble-Alpes. Merci beaucoup, Ophélie. Une fois que c'est dit à la télé, c'est compliqué de revenir en arrière. Hein. On n'est plus copains. Bon, Guilbaud parlait de ces problèmes de dos, des problèmes qui ont été transformés en solutions à la fin de votre carrière. On avait déjà eu l'occasion d'en parler sur le plateau de Télé Grenoble il y a quelques années, quand vous aviez décroché le concours Lépine, qui est le concours dédié à tous les inventeurs en France, et vous aviez remporté un prix dans ce concours prestigieux grâce à une invention qui était issue de vos problèmes de dos. Oui, c'est ça. Bon, après, je ne suis pas tout seul. Hein. Je cite Olivier Hugo, qui est mon ami et co-inventeur de l'Active Base. On avait décidé de monter ça dû à mes problèmes de dos. Et donc oui, en 2014, on a gagné dans la catégorie de société médecine, sport et exercice. Donc on n'a pas eu de médaille aux Jeux Olympiques. Enfin, j'ai pas eu de médaille aux Jeux Olympiques, mais voilà, une médaille au concours Lépine. Donc j'en suis très fier. Et voilà, et donc ce petit tabouret dynamique qui permet vraiment de lutter contre la sédentarité et aussi, bien sûr, les problèmes, tout ce qui est rachialgie, problème de dos, et à vraiment remobiliser, réactiver la personne en étant bien sûr productive dans ses activités. Et moi, je vous invite à l'utiliser avant d'avoir mal au dos. Voilà, on est beaucoup sur du préventif. Ouais, aussi. C'est un siège qu'on peut utiliser dans le quotidien, au bureau. Ça n'a pas l'air hyper confortable vu comme ça. Exactement. En fait, il fait peur quand on le voit, mais quand on s'assoit dessus, en fait, on va s'empiler automatiquement. On est vraiment sur un travail proprioceptif où on va réactiver les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, et on va bien sûr pouvoir choisir ses mobilités, ses amplitudes de mobilité par rapport à la morphologie, pathologie ou activité de la personne. C'est ça qui est bien avec l'Active Base, c'est que c'est un petit siège qui est totalement modulable, qui fait que 2 kg et est facilement transportable vu qu'il est entièrement démontable. Il avait un beau petit déhanché là sur les images. Je suis jalouse.
Ouais, mais bon, c'est son produit, c'est son C'est bébé, ça. donc il le maîtrise très bien. Et puis, c'est une belle aussi reconversion. Je disais que vous étiez resté dans le milieu du ski, mais vous faites aussi beaucoup de choses à côté, et notamment Ophélie, c'est pas toujours sur les planches. Des fois, c'est sur le vélo, sur les roues que vous aimez. Vous, Oui. vous exprimer, et vous allez partir dans quelques semaines pour un Tour de France en vélo, mais un Tour de France un peu particulier. Oui, c'est vrai que j'aime bien les challenges, les défis. J'ai besoin de m'en mettre un par an. Et cette année, voilà, oui, je pars le 25 mai en solitaire et en autonomie et je fais le Tour de la France. Par les frontières. Voilà, au plus près des, enfin voilà, frontières et littoral et j'inclus la Corse. Donc ouais, ça fait 5500 km et attention, 56 000 de D+. ça, le chiffre, il me fait peur. Mais voilà, non, c'est chouette, c'est une belle aventure. Je pense que il y a cette idée de voyage, hein, de voyager, voilà, découvrir. C'est vrai qu'il y a des coins de France qui doivent être merveilleux, que je ne connais pas et j'espère les découvrir lors de ce voyage. Mais c'est aussi un voyage à l'intérieur de soi, je crois. C'est aussi découvrir ses limites et des choses comme ça. Je pense que c'est un peu des restes du sportif de haut niveau, là. Vous allez dormir chez l'habitant? Comment ça va se passer? Absolument, ouais, j'ai déjà mes étapes, du coup je sais à quelle date et où je serai chaque jour et du coup effectivement je dors chez l'habitant et ça aussi ça me tient beaucoup à cœur parce que ça va être partir à la découverte. Alors il y en a c'est des amis, il y en a c'est de la famille d'amis, il y en a c'est des potes de potes, mais il y a des gens, je ne les connais absolument pas, ils se sont proposés sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça juste merveilleux et j'adore cette idée de la bienveillance et de l'accueil et de la gentillesse des gens comme ça sur un projet un peu uluberlu et je me réjouis à l'avance de les rencontrer. Bon, je ne vous mets pas la pression, mais c'est plus long le Tour de France que vous allez faire vous que ceux que fait les coureurs au mois de juillet avec tout leur entraînement. Bah oui, puis c'est pas la même vitesse aussi, je crois. On verra. On verra. Vous y allez en solo complet, vous serez vraiment toute seule. Alors, je suis toute seule à faire la boucle totale, mais ensuite, je vais poster mes itinéraires, mes GPX hein, pour les aficionados. Et tout le monde est absolument le bienvenu pour faire l'étape complète, un petit bout. Juste être là et me faire coucou, ça me fera plaisir. Mais effectivement, je dis solitaire parce que je suis la seule à faire les 40 étapes. Ouais. Alors, on m'a dit qu'en descente, il n'y avait aucun problème. Par contre, en montée, en vélo, vous aviez souvent besoin d'un petit coup de main, non? Ah ouais. Oh, les archives. Ah, ça oui, date. Alors, oui, Rock d'Azur. Mais quand même, je suis derrière Nicolas Vouilloz. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un peu une pointure. Et ouais, c'était une bonne expérience. Il me mettait la pression, il fallait que j'appuie sur les pédales. Mon Dieu, c'était dur. Bon, multiple champion du monde de descente, Nicolas Vouilloz en VTT, qui avait pris Ophélie sur son porte-bagages, mais je crois que vous étiez bien débrouillé sur cette expérience. Guilbault, le vélo, un Tour de France à la mode Ophélie, ça... Non, moi, un Tour de France, mais aller faire un petit tour avec Ophé, ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Mais c'est marrant de voir ces images parce que nous, on l'avait fait aussi dans la montée de à Champs-Rousse. Champs-Rousse. En tandem, tous les En deux. tandem, ouais. Alors là, ouais. j'ai pas les Et- images Et, de celle-là, c'est on dommage. s'était fait accueillir par une personne à Uriage parce que justement, on avait le dérailleur qui avait un gros problème, vrai. les pneus dégonflés, et il était en vélo. Il a dit suivez-moi, je vais vous régler ça. Il nous avait réglé le vélo avant d'attaquer la montée. Donc Ouais, c'était il nous super a ouvert parce que son garage, il avait a remis notre vélo ouais, en état et on a c'était pu super. continuer. Ouais. Il y a des gens très sympas à Uriage. très humain, super, magnifique. Bon, bah, on vous croisera peut-être avec plaisir en tandem sur les routes de l'Isère. Il y a des belles balades aussi à faire dans le coin. On n'a pas besoin d'aller sur les frontières françaises pour trouver un Non. terrain de jeu quand on part en vélo. C'est sûr. On va rester dans le vélo avec une des entreprises présentes ici au Mountain Planet, qui est l'entreprise grenobloise dont la spécialité est justement de construire des pistes pour la pratique du vélo. Avec nous, donc Yannick Méneron, dirigeant de Bike Solutions, hein, entreprise grenobloise, qui œuvre déjà depuis une bonne quinzaine d'années, vous aussi, hein, dans ce domaine de la conception d'équipements pour le vélo et le VTT notamment. Ouais, ça fait 15 ans, ça fera 15 ans au mois de mai, là, donc on a bientôt l'anniversaire officiel. Ouais, basé à Grenoble, et puis notre métier, c'est de créer des espaces ludiques pour vélo. Donc on a des parcours de descente, on est beaucoup intervenu dans les Alpes autour de chez nous, mais pas que dans les Alpes, un petit peu partout en France, aussi à l'international. Et puis depuis, ça a évolué vers d'autres produits, hein, des produits vélo électriques, de pump track,
de parcours liés à la mobilité en vélo, plein d'autres choses en fait. Vous aviez senti le coup, parce qu'il y a 15 ans, ce n'était pas forcément évident de se positionner sur ce secteur-là. On va dire qu'aujourd'hui, ça paraît indispensable pour une station de ski alpin d'avoir un équipement VTT pour la saison estivale. Ouais, on n'en trouve pas beaucoup qui se sont pas lancés d'une manière ou d'une autre vers le VTT, que ce soit avec de l'enduro, de la descente, du cross-country ou des petits aménagements ludiques fixes ou sous format événementiel. Il y a toujours quelque chose. Donc nous, voilà, notre métier, c'est d'accompagner les destinations touristiques, alors les stations en particulier, mais c'est des destinations outdoor, loisirs en général, pas forcément en montagne, dans la définition, la conception et la réalisation de leur espace VTT. Alors il peut être petit, il peut être grand, il peut être en intérieur, en extérieur, il peut être ouvert au public, fermé. Voilà, il y a plein de manières de l'envisager. C'est notre métier de le concevoir justement. C'est un aménagement spécifique à une piste de descente, même si elle est sur le domaine de ski alpin hivernal. On ne reprend pas la piste qui sert aux skieurs. Non, surtout pas. Non, c'est bien des tracés spécifiques qui passent. Alors on essaie d'éviter en l'occurrence les pistes de ski parce qu'elles sont plates et enfin pas plates mais lisses et aseptisées. Donc on essaie justement d'avoir nous le maximum de micro-relief avec des virages relevés, des petites variations de pente, des virages, des petites montées, des petites descentes. Et pour ça, on a besoin plutôt d'être plutôt dans les bois ou dans les zones où justement on ne gêne pas l'activité ski qui, elle, a besoin d'avoir des zones quand même bien régulières qui ne sont pas trop compatibles avec les mouvements de terrain et les bosses dont on a besoin en vélo, quoi. Je parlais des aménagements spécifiques que demande la construction de pistes de VTT. Vous avez une expertise dans ce domaine depuis une quinzaine d'années. Là, on voit certaines de vos réalisations, notamment à l'étranger. Je crois que c'est en Norvège, hein, ce circuit. Oui, ces images sont prises en Norvège, ouais, sur le site de Trysil, qui est une station de ski scandinave connue en Scandinavie en tout cas, un peu moins ici, mais voilà, où on a aménagé, on a conçu avec eux. L'objectif, c'était d'avoir la destination VTT la plus importante de Scandinavie, sachant qu'ils partaient de zéro en 2014, donc ouais, il y a eu beaucoup de boulot. Donc ils ont atteint ces objectifs hein, depuis 3-4 ans maintenant. C'est la station où il y a le plus de VTTistes dans toute la Scandinavie. On a travaillé sur différents aspects. Donc il y avait des parcours de cross-country, un espace bike park d'initiation vraiment très tourné vers la famille et vers les débutants. Ce qui fait que c'est très facile de faire du vélo à Trysil avec des enfants de 2, 3, 4 ans. Donc ça a été un bon changement par rapport à la situation qu'il y avait avant les années 2015. On a introduit le concept de flow trail aussi avec eux là-bas, donc c'est des pistes très peu pentues, très lisses, qui sont un petit peu en forme de toboggan, donc qui permettent de faire tourner les remontées mécaniques, des parcours de VTT électrique. Bref, on a travaillé un petit peu sur tous les sujets, sur tous les aspects, sur toute la palette qu'offre la possibilité créative autour du VTT pour contenter tout le monde et capter des nouvelles clientèles aussi pour faire la différence par rapport à d'autres stations ailleurs en Norvège, mais aussi en Suède. Bon, le savoir-faire isérois qui part comme ça dans des pays nordiques, c'était à souligner ici au Mountain Planet. Une des spécialités de Bike Solutions, c'est aussi le ou la pump track. Je ne sais pas si ça se dit au singulier, au masculin ou au féminin. Alors nous, on dit la pump track, ouais. Bon, moi, j'aurais eu tendance à dire mais de toute façon, on parle de la même chose. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien ce type de piste, comment on peut la définir ? C'est des espaces en fait où il n'y a jamais de plat, c'est que des bosses et des virages. Et le but sur une pump track, c'est d'avancer sans pédaler, juste en poussant et en tirant sur le guidon et sur les pédales. Ah, c'est pour Guilbault ça, alors avancer sans pédaler. Je pense qu'il serait bon là. C'est Ophélie et Guilbault, je pense qu'il. Ophélie. Ouais, alors moi je m'entraînais sur des pump track en fait l'été en roller. Ouais, c'est des bons terrains d'entraînement. Il y a l'équipe de France de snowboard cross qui s'entraîne aussi. Absolument, on a vu des biathlètes, on a vu des skieurs, on a des VTTistes et des cyclistes évidemment. C'est une nouvelle façon de faire du vélo en fait, hein, tout simplement, parce qu'il n'y a pas besoin de pédaler. Enfin, au contraire, c'est même gênant de pédaler. Il faut juste pousser et tirer sur le guidon. Et quand c'est bien dimensionné, c'est accessible vraiment aux débutants. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être bon pour y arriver. On y arrive vraiment, vraiment facilement. Et après, la difficulté, elle vient avec la vitesse qu'on peut obtenir quand on est bon. Parce que quand on commence à avoir beaucoup de vitesse, il faut savoir sauter, il faut savoir prendre des virages de plus en plus vite. Et il y a différentes combinaisons, différents niveaux de lecture qui s'ouvrent en fait selon les pratiquants. Donc voilà, il y a tout un savoir-faire qui s'est développé avec des niveaux de difficulté, comme pour les pistes VTT. Des modules spéciaux, bref, il y a une créativité autour de ça qui est vraiment importante.
Nous, on a fait la première en enrobé en France en 2015. Depuis, on en a fait presque 80, dont 5 hors de France. Là, on voit celle de Montbonneau, qui est une de vos dernières créations, qui cartonne, qui Qui est vraiment belle. attire beaucoup de monde chaque jour. Ouais, c'est la plus grande de la région, avec les 4 niveaux, vert, bleu, rouge, noir, comme en ski, hein, vert très facile jusqu'au noir très difficile. Donc ouais, il y a toujours du monde, des modules spéciaux. On a mis un petit peu tout ce qu'on savait faire sur ce parcours là qui a été fait il y a 2 ans. Et on est très fiers du résultat, ouais, donc on est bien content de ça. Bon, c'était Maxime Pétieux qu'on a reçu sur cette émission il y a quelques semaines, c'est un champion de VTT, donc il était à l'aise là-dessus. Mais c'est vrai que la pump track, c'est assez surprenant, mais quand on y goûte, finalement, on y prend vite goût. Ouais, c'est assez nouveau. On a fait beaucoup de travail pédagogique au début pour expliquer ce que c'était, parce que c'est vrai qu'on arrive avec un produit, on a des images, mais les gens ne comprennent pas ce que c'est. Et même quand ils arrivent sur place, les pratiquants, ils voient des boss, ils ne savent pas trop comment l'utiliser. Donc il y a tout un travail de pédagogie via la signalétique, via les niveaux de difficulté, pour expliquer aux gens comment ça s'utilise en fait. Maintenant, ça se démocratise. Avant, personne ne savait ce que c'était qu'une pump track. Et aujourd'hui, on se fait régulièrement appeler pour avoir ce type d'ouvrage. Donc ça commence à être connu. Et puis il y a toujours du monde dessus, donc quand on arrive, on voit les autres faire, on fait pareil, et puis voilà. Ophélie, la pump track, tu as déjà testé, ouais? Oui, alors. Spécialiste, toi? Ouais, non, je suis pas une spécialiste, mais en tout cas, oui, en roller pour m'entraîner en ski cross, et puis en skate, mais j'y ai laissé un coude. Décidément. Mais par contre, honnêtement, c'est à tester, c'est à faire, parce que c'est vraiment des sensations nouvelles et hyper cool. Et ce que tu disais est vraiment probant. C'est-à-dire ça va du petit gamin de 3-4 ans avec sa draisienne et jusqu'à l'ado super branché et les adultes en quête de petites sensations, quoi. Et vraiment, tout le monde se retrouve là-bas. C'est toujours une très bonne ambiance. C'est un super discipline. Il y a vraiment tous les publics, différents niveaux, différentes pratiques. Il y a vélo, skateboard, trottinette, roller. Il y a tous les engins à roues, en fait. Et ça va jusqu'aux petits enfants, même s'ils n'ont pas la technique pour pomper, et spécialement en draisienne où on n'a pas de pédale, on peut pas avancer, on est obligé de pousser sur les pieds, mais eux ils voient juste des montagnes russes, ils voient des buzz, des creux, des machins, et ils trouvent ça génial, même si c'est pas exactement pour ça que c'est fait, mais ils s'amusent quand même comme des fous, et puis ils ont juste envie de revenir, puis après ils progressent, et puis en fait c'est sans fin, en fait. Parce qu'il y a vraiment cette notion de progrès, de plaisir, de différentes combinaisons, de différentes lectures du site qui en font un outil de développement vraiment intéressant, quoi. Alors on parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure avec Ophélie et Guilbault. Vous aussi, vous avez une actualité olympique à Bike Solutions? Ouais, plus dans la conception des parcours, du coup, nous on les roule pas. On fait partie de l'équipe maîtrise d'œuvre, qui s'occupe de la piste des Jeux Olympiques de Paris dans 2 ans, à Paris 2024. Donc c'est nous qui allons superviser le développement de cette piste. Elle n'existe pas encore? Non, elle n'existe pas encore. Là, on est en train de la dessiner avec nos partenaires et avec toutes les parties prenantes. Évidemment, on n'est pas tout seul, vous imaginez bien. Et on est aussi en charge de ce qu'on appelle la partie héritage, c'est-à-dire c'est tout ce qui vient autour de la piste olympique et qui sera d'un niveau inférieur et qui sera accessible à tout le monde. L'idée, c'est pas qu'il y ait un aménagement olympique qui soit là un petit peu hors sol et utilisé uniquement pendant l'événement, mais qu'il y ait d'autres aménagements autour pour en faire une destination grand public au global, même s'il y aura toujours la piste olympique, elle restera ouverte pour les clubs, pour les compétitions après les JO, mais il y aura d'autres parcours avec des niveaux différents, plus faciles, plus accessibles aux habitants du coin et aux plus jeunes des clubs. Donc ça en fera une destination. Donc il y a vraiment ces 2 volets, ce volet olympique, vraiment compétition, et ce volet, ce qu'on a appelé héritage, qui a vocation à rester pour la population locale dans le futur. Et bien voilà, 2024, encore le savoir-faire local qui va s'exporter cette fois aux Jeux Olympiques de Paris. Merci Yannick. On va terminer cette émission, non pas en vélo, mais en moto, ou en tout cas en drôle de moto. Oui, alors c'est une des innovations présentées sur le Mountain Planet cette année, le Moonbike, avec Hervé de Braun, qui est le directeur général de cette société. Bonjour Hervé, rebonjour. Si je traduis, Moonbike, c'est le vélo de la Lune. Ouais, c'est comme ça qu'on peut le présenter. C'est entre la moto et le vélo, c'est un peu hybride, et puis on est en train de révolutionner la mobilité enneigée.
Alors c'est un scooter des neiges qui a été inventé par des Alpins en Haute-Savoie. Je crois que vous développez ça depuis 2 ans. Oui, en fait, le fondateur est Nicolas Muron. C'est un ancien ingénieur d'Assaut Aviation qui est parisien au départ, mais qui a une partie de sa famille qui est à Saint-Nicolas-de-Véros. Et il a vu qu'en fait, l'été, il y avait beaucoup de choses sur la mobilité enneigée. Pas même l'été. Mais pas grand-chose sur la mobilité enneigée, pardon. Et il a inventé le premier scooter des neiges ultra léger. Pourquoi? Parce que ça fait moins de 87 kg. Ça va à 42 km/h. Et puis surtout, c'est zéro émission, zéro odeur. Voilà. Alors, il ne faut pas pédaler, même s'il n'y a pas de moteur thermique, ça reste un moteur électrique. La légèreté, ça lui confère aussi des caractéristiques un peu particulières sur le maniement. Oui, parce qu'en fait, c'est 87 kg, c'est hyper léger. Donc, vous voyez sur les images, la trace sur la neige, c'est pas plus que la trace d'un surf. Et au bout de 10 minutes à 15 minutes de prise en main, on retrouve vraiment les mêmes sensations de ski, notamment sur la prise de quart. Et ça, c'est la légèreté qui fait ça. Alors, ça tombe bien, sur ce plateau, il y a Ophélie qui l'a testé, parce qu'Ophélie, elle teste tout, la pump Tu t'es track, cassé quoi le ski de boss. Bah oui, non, c'est vrai, j'ai eu la chance d'essayer. C'était lors du. C'est OSV qui organisait ça et en fait c'était sur les innovations de l'année. C'était donc effectivement il y a 2 ans parce que c'était en plein Covid et à la Clusaz et j'avais essayé le mounbike et c'est vrai que c'est hyper surprenant. C'est très sympa. Quelle autonomie ont ces engins? Parce que l'électrique, c'est aussi un peu une de ses limites, de ne pas pouvoir permettre une pratique sur de nombreuses heures. Comment ça se passe? Parce que tomber en rade en montagne, j'imagine que ce n'est pas évident. Non, on ne tombe pas en rade en mounbike parce qu'il y a une double batterie, donc c'est 2 fois 1h30, sinon une batterie pro avec une autonomie de 2h20. Et c'est vraiment quelque chose de très ludique, donc c'est pas fait pour faire des balades de 5 heures, mais c'est plutôt fait pour un instrument vraiment ludique. Comme tu le disais, ça donne vraiment des impressions extraordinaires quand on se retrouve comme sur un ski, mais en fait sur une petite motoneige. Pardon. Quelle vitesse maximum? 42 km/h. Ah oui, ça va. Donc, mais surtout, c'est pas tant la vitesse, le fait que ça soit un véhicule électrique, comme tous les véhicules électriques, ça démarre vite. c'est nerveux. C'est très nerveux. Ouais. Bon, puis ça peut aussi servir, alors peut-être que ça pourrait intéresser aussi Guilbault et Ophélie, de remont de pente, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on le voit là sur ces images, on peut tirer un snowboarder avec son mounbike. Alors, c'est pas le premier usage, mais effectivement, nos premiers utilisateurs ont joué avec le mounbike. On est en train de réfléchir d'ailleurs à une version un peu plus sportive qui pourra vraiment monter des skieurs dans la puff. Mais effectivement, c'est l'une des adaptations qu'ils ont utilisées. Ouais. Bon. Ce qui est moins accessible, on va dire, c'est le prix. Ça coûte cher aujourd'hui encore C'est toujours la même question, c'est par rapport à quoi? En fait, non, c'est pas cher si on compare ça à un VTT électrique, c'est 8600 € hors taxe avec la livraison qui est offerte. Et surtout, ça répond vraiment à des problématiques aujourd'hui d'avoir une montagne plus durable, tout en un objectif qui est diversifier l'activité en milieu enneigé. Et pour preuve, aujourd'hui, on est présent dans 25 stations en France. Et en une saison, on a des clients maintenant dans 15 pays. Donc maintenant, il va falloir accélérer encore plus. Vous êtes présent aussi ici au Mountain Planet. C'est quoi l'objectif? C'est des produits que vous voulez vendre directement aux stations? Oui, on a 2 marchés. On a un marché, maintenant on a beaucoup d'expérience, qui est un marché B2B2C. C'est l'exemple de sociétés comme Oxygène à La Plagne, qui nous ont acheté une 12 mounbikes et qui l'exploitent en randonnée, donc quand les pistes sont fermées. Donc ça, c'est une première activité, une première cible sur le B2B2C. Puis on a développé, fort des premières demandes, un véhicule utilitaire qu'on présente aujourd'hui qui répond à des problématiques purement de domaine skiable, alors qu'il ne va pas faire du rescue en montagne, mais typiquement sur des pistes où il y a du long téléski ou sur la mobilité du personnel, d'avoir quelque chose pas cher, surtout comparé à un moteur thermique et surtout avec zéro impact, zéro émission et sans odeur. C'est vraiment la révolution. Et ce n'est que le début. La pratique de la motoneige en ancienne version thermique est réglementée en France et parfois contestée. Cet hiver, par exemple, à Champs-Rousse, dans la station de Guilbault, le parc de motoneige a été saisi par la justice. Est-ce que vous êtes dans le même type de réglementation avec un engin comme celui-là ou c'est plus souple? Alors aujourd'hui, c'est justement l'un des enjeux. On travaille vraiment en collaboration proche avec les maires, avec les députés.
On espère bientôt pouvoir travailler aussi avec les préfets pour leur expliquer que de toute façon, il n'y a pas de moonbags en France qui vont sortir sans un accompagnateur, que ce soit en circuit fermé ou en randonnée. Donc on ne veut pas devenir la mauvaise trottinette des neiges qu'on voit partout. Mais en revanche, on veut vraiment accentuer, parce que c'est le sens de l'histoire, c'est ce que nos premiers clients ou l'ensemble des domaines skiables nous disent, c'est d'avoir aujourd'hui un snowbike qui ne pue pas comme le deux temps, qui est silencieux et qui a zéro émission. C'est l'avenir. Donc de toute façon, il faudra que dans les prochains mois, dans les prochaines saisons, il n'y ait plus de thermique, plus de deux temps et qu'on passe à l'électrique comme le font les dameuses. Alors ça commence, hein, c'est un mouvement de fond qui va prendre quelques années, mais c'est le sens de l'histoire. Eh ben voilà, vous êtes positionnés là-dessus, les premiers. On voit que Bike Solutions, il y a 15 ans, avait senti que le VTT aussi aurait un bel avenir et ça paye aujourd'hui. Un petit tour de France en moonbike par les frontières, Ophélie? Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de neige du côté de la Bretagne. Non, mais en revanche, maintenant on est dans les Pyrénées, on est dans le Jura, on est même en Alsace. Donc voilà, il faudrait faire le tour des massifs, on va dire, ça. en moonbike. Merci Hervé, merci à tous les quatre d'être venus. Merci à toi. À Grenoble-Alpes d'avoir habillé notre plateau avec ces belles tasses. Et puis j'en ferai bon usage, Ophélie, des bâtons, ne t'inquiète pas. Allez, nous, on se retrouve très vite au Mountain Planet ou dans notre studio pour d'autres aventures avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.